Bonsoir au menu du débrief. Ce soir, le Hajj 2022 qui fait son comeback après 2 années sabbatiques dues au contexte sanitaire mondial marqué par la pandémie de Covid-19. Le président de la République vient de mettre à la disposition du ministre de l'administration territoriale, par ailleurs président de la Commission nationale du Hajj, une subvention dite d'appoint d'un montant d'1 milliard de francs CFA afin de permettre au plus grand nombre de pèlerins d'effectuer le déplacement à la Mecque. Les candidats devront donc débourser la somme de 2 924 000 francs CFA au lieu des 3 294 000 initialement annoncés. Cet allègement suffira-t-il à contenter la communauté musulmane qui fait la moue face à des montants de plus en plus exorbitants et des conditions d'accès à la Mecque plus verrouillées? C'est la question au cœur du débrief de ce soir. Et pour en parler, nous recevons en posture d'invités ils sont deux pour l'instant. Nous devrions en avoir 3 d'ici quelques instants. À ma droite, nous avons Alassa Fouapone. Bonsoir. Bonsoir, chère Génie. Nous recevons Alassa Fouapone en sa qualité de conseiller technique du SIDIMUC. Il s'agit bien du Conseil des imams et des dignitaires musulmans du Cameroun. Oui, justement, je suis là en qualité du conseil technique du Conseil des imams dignitaires musulmans du Cameroun, qui a pour coordinateur national le docteur Moussa Omar. Et en quoi consistent les activités du SIDIMUC? Les activités du SIDIMUC consistent essentiellement à organiser les imams, et surtout aujourd'hui où la religion a besoin de s'adapter dans un monde très dynamique. Donc nous renforçons les capacités des imams sur plusieurs questions qui ont lié à la gestion de la société, parce que contrairement à ce que les gens pensent, l'imam n'est pas seulement celui qui célèbre la prière à la mosquée. Au-delà, c'est un gestionnaire des conflits, c'est quelqu'un qui est au cœur même de la société et a donc besoin d'être encadré, et que ses capacités doivent être constamment, n'est-ce pas, renforcées. Mise à jour. Il faut dire que vous êtes également enseignant-chercheur à l'université de Yaoundé 1, spécialité? Oui, je suis enseignant au département d'histoire. Je me spécialise sur les questions de civilisation et de religion. Et des religions. C'est donc d'autorité que vous parlez sur ce plateau. À vos côtés, nous recevons Yaya Bello, qui est un fervent militant du PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Il faut dire que vous avez travaillé d'arrache-pied sur la question du Hajj avec votre président national, Cabral Libye, qui s'est d'ailleurs prononcé sur la question via les réseaux sociaux. C'est exact. Déjà, je vous remercie pour l'invitation, pour l'honneur que vous faites au PCRN d'être sur votre plateau cet après-midi. Donc, je dis déjà bonsoir à vos nombreux téléspectateurs et un bonsoir particulier à la communauté musulmane du Cameroun, un salam à tous les musulmans du Cameroun qui, comme vous le savez, depuis le 27 mai 2022, c'est-à-dire le jour où le ministre de l'administration territoriale, en sa qualité de président de la Commission nationale du Hajj, a rendu public les prix et les modalités pour les musulmans voulant se rendre au pèlerinage de 2022. Donc, depuis ce jour-là, les musulmans sont en colère parce que on peut les comprendre, parce que la religion islamique, le Hajj, c'est un des 5 piliers de l'islam, le 5e. Donc, leur colère est somme toute légitime et compréhensible. On Donc, devrait... Je veux leur dire ici, d'ores et déjà, d'être patient, parce que le Seigneur Tout-Puissant a dit dans le Coran, Inna Allaha ma'a as-sabirin, Dieu est du côté de ceux qui adoptent l'attitude de patience et de persévérance. Donc je dis à ces musulmans, soyez calmes, décolérés,
nous trouverons des solutions ensemble. On devrait rentrer dans le vif du sujet. Prenez votre mal en patience. Nous attendons impatiemment l'entrée dans ce studio. Il est déjà dans les couloirs de Lucien Bidima. Il est le communicant RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est également en sa posture, en sa casquette de directeur de la cellule de communication de la CNPS que nous le recevons ce soir. Avec lui, on devrait évaluer la portée sociale de ce voyage à la Mecque. En tout cas pour cette édition 2022. On revient à vous, peut-être Yaya Bello. Vous êtes d'abord musulman avant d'avoir votre casquette politique. Dans quel état d'esprit avez-vous accueilli l'arrêté du ministre de l'administration territoriale? C'est bien sûr, hein, l'instruction venait du secrétariat général à la présidence de la République, mais cet arrêté-là faisant état d'une subvention d'1 milliard de francs CFA, ce qui a quand même soulagé les fidèles musulmans qui déjà tiraient la tronche. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Bon, en bon musulman, en bon citoyen, lorsque votre État se déploie pour vous rendre satisfaction, vous devez d'abord dire merci, reconnaître quand même que votre État a fait un effort. Mais pour nous et pour l'ensemble de la communauté musulmane, c'est insuffisant. C'est une solution de façade. Parce que le problème de fond, il reste là. Alors, si vous voulez, nous pouvons déjà rentrer dans le vif du sujet pour savoir pourquoi les musulmans se sont... Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va peut-être se tourner vers Monsieur Fouapone. Fouapone, vous avez accueilli cette nouvelle dans quelles conditions? C'est vrai qu'on peut structurer le débat en 3 questions essentielles. Hein. La question des chiffres, la question financière, la question purement religieuse, mais également la question organique sur le plan de l'organisation du Hajj. Alors, on remarque que de plus en plus, chaque fois que le Hajj intervient, chaque fois qu'il faut organiser le Hajj, les musulmans, la communauté musulmane est sur les dents. Y a-t-il une raison à cela? Qu'est-ce qui peut expliquer cette atmosphère tendue? Nous savons le pèlerinage déjà pour cette année-ci vient après pratiquement 2 années de suspension. Donc, ça a été d'abord un sentiment de joie et de satisfaction pour les musulmans qui souhaiteraient aller accomplir le 5e pilier de l'islam tel que recommandé par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et comme c'est revenu dans le Coran. Maintenant, qu'est-ce qui justifie, comment est-ce que j'ai accueilli toutes ces nouvelles dans les médias, dans les réseaux sociaux, au sein de la communauté musulmane? Je voudrais tout simplement dire que je n'ai pas été surpris, parce que le Hajj nous le suivons depuis plusieurs années, non seulement en tant qu'enseignant chercheur, mais aussi en tant que militant au sein des associations islamiques. J'ai parcouru beaucoup d'associations et aujourd'hui je suis aussi du MUC. Donc on s'attendait, parce que nous étions déjà au courant que sur le marché en Arabie Saoudite, il y a des prix et qui sont à la hausse. Nous étions préparés à ce que le coût du pèlerinage, quand même, cette année, fluctue. Avoir de fluctuations. Mais la réaction dans les réseaux sociaux des populations, nous pouvons très bien comprendre ces réactions. Cela, tout simplement, peut-être, pour répondre en un seul mot à votre question, il y a un problème de communication. Est-ce que les populations sont suffisamment préparées sur le terrain, sur le fonctionnement de la commission, sur les efforts de la commission et surtout la transparence dans la fixation de ces prix? Je crois que si depuis quelques années il y a ces remue-ménages au niveau de la communauté, c'est parce que cette communauté-là n'est pas très bien informée sur toutes les modalités et les négociations qui se passent du côté de la Mecque pour enfin fixer le prix du pèlerinage. Alors pour vous, tout se résume à peu près autour de la question de la communication. Il faut absolument informer les populations, la communauté musulmane de fond en comble. Oui, il faut informer. Peut-être qu'on va y revenir parce que, vous le savez, la réalité sur le terrain
peut effectivement justifier le prix du Hajj. Mais aujourd'hui, c'est chacun qui devient expert, qui donne son prix, pourtant, si on avait mis un mécanisme de formation et d'information de la communauté, surtout en intégrant peut-être au sein de la commission quelques responsables crédibles et neutres au sein de la communauté musulmane qui accompagneraient le Minat et tout son staff en Arabie Saoudite, puisque c'est là-bas que l'ensemble des prix se négocie et qu'au retour, on informe les populations, on leur dit, bon voilà, c'est que nous avons trouvé comme réalité sur le terrain et compte tenu de ces réalités, voilà les prix qui pourraient être pour le Hajj. On devrait revenir à la question, à ces propositions-là vers la fin de cette émission. Le temps pour moi d'accueillir, comme il se doit, Lucien Bidima. Bienvenue dans ce studio de Canal 2, Yaoundé. Merci, c'est toujours un plaisir de venir ici. Alors, nous le disions, vous êtes communicant RDPC, mais vous êtes également le directeur de la cellule de communication de la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale. De but en blanc comme ça, la question des coûts tend un peu l'atmosphère alors qu'on prépare ce Hajj 2022. D'ailleurs, sur la question, un communiqué de presse signé du ministre de l'administration territoriale, président de la Commission nationale du Hajj, dit ceci: ne peut faire le Hajj que celui qui a les moyens et qui en est physiquement capable. Celui qui a les moyens, est-ce à dire que pour faire le Hajj, il faut être riche? Non, mais il faut commencer par expliquer ce que c'est. Je ne suis pas musulman. Le Cameroun est un État laïque. Partons de ce fait. Et qu'il faut apprécier les efforts énormes que le gouvernement de la République fait pour accompagner les musulmans afin qu'ils accomplissent leur 5e pilier, ce qui est très essentiel. Mais je crois que il faut partir du fait que ce n'est pas une obligation. Ni une obligation constitutionnelle, ni une obligation légale, ni une obligation qui entre forcément dans ce que l'État du Cameroun doit faire. L'État du Cameroun peut accompagner, et d'ailleurs je peux vous dire, on accompagne les musulmans comme on devrait aussi accompagner les catholiques, comme les chrétiens, etc. Non, cela ne devrait pas être un chantage ou quoi que ce soit. Le gouvernement évalue ce qui est. Moi, tout à l'heure, avant de venir, quand vous m'avez invité concernant cette situation, je me suis interrogé, j'ai posé quelques questions aux musulmans. Effectivement, pour accomplir son Hajj, c'est d'abord un acte personnel. C'est un acte de la foi. C'est vous-même qui devrez sortir quelque chose pour montrer que vous pouvez le faire. Ça vous concerne d'abord, c'est un acte individuel, madame. Ce n'est pas un acte collectif qui concerne que, effectivement, il faut imposer la foi à qui que ce soit. Et la condition est qu'il faut avoir ses propres moyens pour accomplir ça. C'est la condition. C'est inscrit dans le Coran. Mais ça n'a rien à voir du fait que le gouvernement de la République ou tout l'État doit forcément mobiliser tous les moyens qui y sont pour donner à certaines personnes d'aller à la Mecque. Non, c'est un acte personnel, individuel, qui concerne la foi. Mais maintenant, nous comprenons que le président Paul Biya est un homme de paix, un homme qui associe toutes les confédérations, qu'elles soient chrétiennes, qu'elles soient musulmanes, qu'elles soient de part et d'autre, pour les accompagner dans leur foi. Mais n'oublions pas que nous sommes un État laïque. Alors, mais ce que le gouvernement a fait est bien. Il faut saluer ses efforts. Mais maintenant, les coûts qui y sont... excusez-moi, moi je sors d'une mission en France où pratiquement nous assistons dans toute l'Union européenne et même dans ce monde islamique de l'Asie, à cause de la guerre de l'Ukraine avec la Russie, à l'inflation qui est presque généralisée. Ce n'est pas un problème camerounais. Mais maintenant, il faut, ce que moi je peux conseiller, d'abord remercier le gouvernement. Ils ont le devoir de remercier le gouvernement parce que ce n'est pas une obligation du gouvernement. Mais maintenant, il faut mettre en place une organisation saine. Une organisation qui appelle les uns les autres. Et là, je peux être d'accord avec le petit frère. Il ne faut pas que certaines personnes viennent en profiter pour la foi des autres ou pour les biens des autres pour en faire leur problème personnel. Vous dites une organisation saine. Est-ce à dire que la Commission nationale du Hajj est truquée, non, quand je parle gangrénée par du mauvais... Non, quand je parle d'organisation saine, je parle de leur propre participation. N'est-ce pas? Donc, il faut aller dans ce... Quand on va commencer par soupçonner tel ou tel, ça ne va pas aller.
Moi, je conclus dans cette première prise de parole en disant que le gouvernement a bien fait. Mais maintenant, dans toute chose, il faut une bonne organisation. Et à ce qui concerne le coût, ça ne concerne pas le gouvernement camerounais. C'est un problème généralisé. Il faut s'adapter. Alors Bello, nous avons réalisé un tableau récapitulatif de l'évolution des coûts du Hajj depuis 2015 jusqu'à cette année 2022. On constate effectivement, si la réalisation permet d'avoir ce tableau, merci à Thierry Camteau, le réalisateur de cette émission, on constate effectivement qu'à partir de 2017, les coûts s'affolent un peu. Pour vous, Bello, est-ce que le Hajj est hors de prix aujourd'hui? Alors, ce que je veux dire, n'est-ce pas, d'entrée de jeu par rapport à cette question, c'est qu'il faut bien poser le problème. Personne n'a dit que le gouvernement devait payer le prix du Hajj pour les musulmans. Autre chose, personne n'a exigé que le gouvernement de la République subventionne le Hajj. Et pourtant, on a vu des doléances, des missives, des organismes, des associations de la société civile qui sollicitaient l'arbitrage du président de la République. L'arbitrage ne signifie pas la subvention. L'arbitrage signifie que vous avez d'un côté les musulmans qui se plaignent que les prix fluctuent. Parce que là, on vient de voir le tableau. Quand on quitte de 2014 à 2022, on est à plus d'1 500 000 en 8 ans. Alors, quand vous essayez de faire la comparaison avec des pays proches du Cameroun, qui ont les mêmes réalités, je prends l'exemple du Tchad. Au Tchad, bon, pour le moment, le prix officiel de 2022 n'est pas sorti. Mais en 2019, c'est-à-dire lors de la dernière édition du Hajj, au Tchad, on était à 1 800 000. Au Cameroun, on était à 2 500 000. Et là encore, il a fallu l'intervention du chef de l'État pour octroyer 1 milliard, ce qui fait qu'on est revenu à 2 294 000. Alors, comment expliquer que les prix fluctuent seulement pour les Camerounais? Il y a un problème. Donc, la subvention du chef de l'État, comme je le disais tout à l'heure, c'est une chose à saluer. Parce que lorsque votre président, votre gouvernement fait un acte dans le sens de vous protéger, vous devez être reconnaissant. Mais ce n'est pas un problème, ce n'est pas la solution du fond. C'est pas la solution du fond. Alors, si vous me permettez, je vais aller au fond pour dire pourquoi les musulmans pourquoi il y a eu une tollée générale. Premièrement, il y a un retour à la centralisation des procédures d'enregistrement. C'est-à-dire que le ministre de l'administration territoriale, en sa qualité de président national de la commission du Hajj, a exigé à tous les musulmans d'aller s'inscrire dans les services des gouverneurs des régions de leur résidence. Alors que par le passé, les candidats au pèlerinage s'inscrivaient auprès des encadreurs. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un encadreur au fond d'un arrondissement, vous partez vous inscrire. Alors pourquoi cette centralisation-là? Surtout que nous sommes en période Covid où on interdit le recrutement de plus de 50 personnes. Alors, autre chose, la médiocrité du service d'accompagnement des pèlerins au niveau de... À quoi vous jaugez ça? Quels sont vos indicateurs? Nous avons des pèlerins qui sont allés y revenir. On connaît la réalité de ce côté-là. Vous avez mené une enquête, un panel. Les pèlerins sont abandonnés à eux-mêmes, tout court. Parfois, même pas parfois, régulièrement, vous avez 4-5 personnes par chambre. Je ne parle même pas des véhicules, des bus et autres, les plus défectueux d'Arabie Saoudite qu'on fait louer aux pèlerins camerounais. Il y a aussi l'opacité dans les modalités d'octroi d'agrément. Aujourd'hui, personne ne vous dit comment on fait pour devenir un encadreur. Combien on doit débourser pour avoir son agrément. Personne ne peut vous dire ça. Parce que le prix d'obtention de l'agrément joue aussi sur le coût final pour le Hajj. Maintenant, sur les prix du Hajj, est-ce que les responsables de la Commission nationale du Hajj sont aussi mauvais négociateurs? Pourquoi ils ne négocient pas des prix favorables? Parce que je ne veux pas revenir sur l'actualité, enfin le contexte camerounais où on assiste à une inflation des prix, même des... Ce n'est pas une spécialité camerounaise. Sauf qu'au Cameroun,
il y a une fluctuation vertigineuse qui donne les maux de tête et qu'on ne comprend pas. Je prends un exemple. Nous avons mené notre petite enquête sur le transport aérien du Cameroun en Arabie Saoudite. Nous sommes rapprochés de la compagnie sans publicité, Ethiopian Airlines, qui nous fait savoir que s'il faut louer un avion à charter, le billet coûterait par pèlerin environ 500 000 et poussière, 500 000 en tout cas, pas plus. Alors que la Commission nationale du Hajj fait payer aux pèlerins camerounais 1 million et poussière pour 1 47 008 francs pour être Voilà. exact, selon la note Alors, du ministre. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une sorte d'affairisme dans cette histoire? C'est ça le problème des musulmans. Frapon, c'est également votre sentiment qu'il y a une certaine mafia derrière l'organisation du Hajj? Non, vous savez, j'ai un regard assez rigoureux sur ces questions, surtout en ce qui concerne les inflations des prix sur le marché, que ce soit les prix des billets d'avion. N'importe quelle compagnie serait tentée aujourd'hui de vous dire je vous aurais proposé mieux, mais on ne sait pas si effectivement c'est une réalité. C'est pourquoi je disais les musulmans ont raison de se plaindre du coup parce qu'il y a opacité sur la gestion. Et je voudrais sincèrement revenir parce que ce que le grand frère Lucien Bidjimi disait tout à l'heure, les Camerounais comprennent ces questions telles qu'il l'a compris. C'est-à-dire que les musulmans pleurnichent à chaque fois à l'État de leur donner de l'argent pour aller à la Mecque. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que chaque musulman aujourd'hui est conscient que le cinquième pilier de l'islam se fait avec fierté et avec ses moyens propres. La première de l'État laïque que nous avons aujourd'hui. C'est pourquoi l'État du Cameroun, sa laïcité ne peut pas être telle que vécue par la laïcité française, par exemple. Donc aujourd'hui, vous voyez comparaison n'est pas raison. Oui, vous voyez que le chef de l'État est très attentionné sur les questions des communautés religieuses, parce que ces communautés ont un lien anthropologique avec l'État du Cameroun, parce que l'État s'est constitué, s'est construit autour de ces communautés. Donc, ça ne pose aucun problème à un Camerounais que l'État, que le chef de l'État puisse être attentif ou attentionné sur des questions qui concernent les obédiences religieuses. Et je voudrais, avant de passer la parole, si vous le permettez, dire effectivement que la commission du Hajj ne date que de 2003. Au départ, le Hajj était organisé par Cameco. C'est-à-dire que c'est Cameco qui avait le monopole, puisque c'était une compagnie commerciale, Camer, à l'époque, Camer qui est devenu Cameco. C'était Camer qui organisait. Et sur le terrain, Camer avait justement des facilitateurs qui enregistraient les pèlerins, mais c'est Camer qui devait négocier tout ce que la Commission négocie aujourd'hui auprès de l'Arabie Saoudite. Donc c'est avec la faillite de Camer qu'on a passé un moment d'instabilité jusqu'en 2013. C'est-à-dire les pèlerins, il y avait beaucoup d'abus abandonnés et il y a eu beaucoup d'abus. Donc l'État a voulu justement s'impliquer pour réorganiser, pour mettre un peu de l'ordre. Et cela a évolué jusqu'à pratiquement, c'est en 2008,
que la communauté a estimé que l'État qui est venu en tant qu'arbitre s'est trop déjà impliqué et qu'il faille un peu diluer l'implication de l'État et impliquer la communauté civile musulmane. Un État omniprésent, une commission nationale du Hajj qui s'approprie tous les droits en matière de Hajj au Cameroun, alors qu'il y a une communauté musulmane très présente, très prégnante, et qu'il y a des dignitaires à la fois religieux et traditionnels qui pourraient être véritablement impliqués. Quel est votre regard sur cette situation? D'abord, madame, je vais revenir sur le coup. Je m'inscris totalement en faux à ce qu'il disait le petit frère. Il faut voyager. D'ailleurs, je vous dis, et il peut être d'accord avec moi aujourd'hui, vous pouvez avoir le prix d'avion à 800 000 francs. Et je vous dis, 48 heures après, ça a grimpé. Ça dépend de la demande. Le prix de l'avion est fixé entre l'offre et la demande. Quand l'offre est la demande est très importante, effectivement, les prix grimpent. Voilà. Donc, aucune compagnie ne peut vous dire que vous allez payer 500 000 francs, venez, non. Ça dépend de comment les choses sont organisées. Et pour revenir à votre interrogation, moi, je ne suis pas musulman, mais je vais me poser une question tout à fait simple. Si je l'étais d'aventure, et que j'ai mes 3 millions de francs, et que j'ai décidé personnellement de faire mon pèlerinage, est-ce que j'aurais forcément besoin de la commission d'organisation? Voilà. Non, je n'en aurais pas besoin. Deuxième chose, si nous sommes 10 musulmans et nous décidons nous-mêmes de nous organiser en prenant les dispositions en avance, c'est-à-dire on envoie quelqu'un en Arabie Saoudite qui prend les dispositions en ce qui concerne les hôtels, etc., est-ce que l'État va s'imposer à ce que vous ne vous organisez pas comme ça? Je crois que c'est non, sans force de m'abuser. Alors, mais lorsque l'État s'implique, c'est parce qu'il y a la faillite dans les organisations individuelles. Voilà le problème. Le désordre. Et que l'État, lui, ne veut pas se retrouver en porte-à-faux, parce que c'est un problème qui peut largement dépasser les frontières de l'islam et mettre en péril la stabilité de l'État. C'est pour cela que le président Paul Biya était regardant sur ce qui se passe dans les communautés. D'abord pour la stabilité de l'État, mais parce qu'il est soucieux du fait qu'il peut y avoir des faibles qui n'ont pas assez de moyens. Et le premier rôle de l'État, c'est d'accompagner la population, qu'elle soit musulmane ou bien qu'elle soit catholique ou chrétienne ou autre. Mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, moi, les méandres de l'organisation, on va aujourd'hui commencer à dire non, la commission qui parle au MINAT n'est pas bien. Mais vous avez posé une question centrale. Mais quand eux-mêmes, ils étaient en train d'organiser. Parce que si on revient à l'anthropologie, tel que le petit frère a dit, c'est une histoire. L'islam, le 5e pilier ne date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis la création de l'islam. Ça veut dire que plus en avant, il y avait toujours eu ces pèlerinages-là. Alors, mais regardons un peu, questionnons l'histoire, comment cela était organisé. Est-ce que forcément l'État y était impliqué? Avant 1960, il y avait des musulmans au Cameroun. Est-ce que forcément il y avait l'État du Cameroun? Ça veut dire qu'il y avait une organisation qui était mise. Parce que moi, je fais toujours confiance à l'organisation musulmane. Pourquoi? Parce qu'au niveau des musulmans, il y a d'abord ce qu'on appelle la dignité. Il y a ce qu'on appelle le respect de l'autre. Et en ce qui concerne la religion musulmane, ils ne s'amusent pas avec cela. Alors, mais je dis aujourd'hui, le seul conseil à donner, non, oui, il faut remercier ce que l'État fait, mais il n'est pas exclu. Le Cameroun est un pays libre totalement, madame. Les questions d'association sont libres au Cameroun. On peut se décider lorsque nous aussi, on commence à voir qu'il y a faillite au niveau d'une structure organisationnelle instituée par l'État. On peut s'organiser à mettre donc en place notre propre structure. Mais ce qu'il faut voir, le gouvernement ne peut pas s'écarter dès lors que les intérêts peuvent dépasser largement l'intérêt d'une communauté. Une communauté. Alors, mais j'ai dit aujourd'hui, moi je crois qu'il faut continuer à aider, il faut continuer à espérer que les choses se passent très bien, parce que les frères musulmans, au niveau de la religion, moi je suis profondément croyant. C'est pour eux quelque chose de très essentiel qu'on ne peut pas condamner, tout au contraire, qu'il faut encourager. C'est quelque chose de vital en ce qui concerne leur religion. Et c'est quelque chose, et je peux vous le dire, moi je m'inscris toujours en faux, tel que le chef de l'État, en faux de tout cela qui peuvent profiter de telle ou telle organisation pour embastiller une certaine communauté ou pour embastiller les gens qui sont des faibles,
qui ne peuvent pas avoir des moyens. Ils peuvent même avoir des moyens, mais ils n'ont pas la lisibilité ou la visibilité de leur propre organisation. Et quand cela tourne le dos à l'organisation saine et que cela nous conduit à des détournements ou bien à des abus, à ce moment-là, moi je condamne sur le plan personnel et même sur le plan du parti. Alors, mais je dis, il faut à tout prix d'abord encourager l'action gouvernementale sans totalement condamner en étant à l'extérieur. Parce que la majeure partie clair. Sur l'aspect des détournements, je voulais vous signifier que ce n'est pas l'apanage des associations, des organismes de la société civile. Même dans l'État du Cameroun, l'opération Épervier nous l'a bien montré. Il y a des détournements de deniers publics. En tout cas, la question des coûts n'est pas la seule contrainte à laquelle la communauté musulmane devra faire face pour braver le Hadj cette année. Il y a également d'autres contraintes qui étaient expliquées par Paul Atangandji, le président de la Commission nationale du Hadj. Il avait alors réuni tous les acteurs de la chaîne de l'organisation du Hadj 2022. C'était à Yaoundé il y a quelques jours. On écoute. Il y a environ 4 à 5 millions de pèlerins. Cette année, que 1 million de pèlerins, 1 million de pèlerins pour le monde entier. 1 million. Donc on passe déjà de 4 millions à 1 million. Lorsqu'on a plus de 65 ans, on ne peut plus obtenir le visa. Le vaccin est obligatoire pour le Hadj. Et les vaccins qui ont été acceptés, c'est Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson et Pfizer. Ensuite, maintenant, pour le voyage, le test PCR est aussi obligatoire. Sa réaction à chaud après ces déclarations du MINAT? Oui, après les déclarations du MINAT, pour ces raisons, je disais au sein du CIGEMU qu'on s'était préparé à toutes ces contraintes. Et la réaction du MINAT, vous avez vu, il a parlé du visa. Et ça m'amène rapidement à répondre à M. Lucien Bidima sur est-ce qu'un musulman lambda peut se constituer en notre société? Non, aujourd'hui ce n'est plus possible. Parce que l'Arabie Saoudite, qui est un État avec tout ce que nous avons connu comme insécurité dans le monde, a demandé effectivement aux États de contrôler qui on envoie en Arabie Saoudite. Donc il y a une plateforme d'inscription et ces plateformes-là, on les met... C'est une plateforme numérique, exact. On le met, c'est le MINAT qui a le code, donc qui peut effectivement ne le remet ou bien ne le permet d'avoir accès que quelqu'un qui est agréé par le MINAT. C'est pourquoi Yaya Bello tout à l'heure parlait de l'agrément. Et nous avons deux types d'agréments. Nous avons des agréments pour les agences VIP. C'est-à-dire qu'ils peuvent effectivement, parce que le Hadj VIP ne passe pas par la commission. C'est-à-dire il y a les agences de voyage telles que ils le font pour les questions de tourisme et autres, qui peuvent effectivement aller au Hadj sans passer par la commission. Avec tous les avantages que ça comporte, un Hadj en 5 jours, expéditif, avec tous les égards. Et autres, là. Maintenant, le Hadj de tout le monde, c'est ça qui est géré par la commission. Mais l'Arabie Saoudite, effectivement, a exigé que les États contrôlent, même s'ils ne s'impliquent pas, qu'ils agréent au moins ceux qui doivent être à la gestion. Vous représentez les imams et les dignitaires musulmans camerounais sur la question du vaccin anti-Covid et des tests PCR. Vous n'avez pas de problème? Nous n'avons pas de problème à ce niveau parce que au sein du CIGEMU, par exemple, nous étions pratiquement la première structure ayant accompagné l'État déjà dans la riposte contre la Covid depuis pratiquement 2019. Nous avons également fait la promotion
Et à l'époque, ça fait pratiquement 1 an, je pris part à plusieurs émissions pour demander aux musulmans de se faire vacciner en leur disant quand le Hajj va réouvrir, la première condition sera le vaccin. Il faut vous préparer, laisser tout ce qui se dit autour du vaccin. Vaccinez-vous parce que vous aurez besoin de ça pour aller à la Mecque. Aujourd'hui, je crois quand même que l'État a mis tout ce qu'il faut pour faciliter la vaccination, même si aujourd'hui on est quitté de la vaccination gratuite à une vaccination qui doit être payée. Donc c'est dû à la conjoncture. Un test Covid. Oui, le test plutôt. Le test plutôt. Mais on peut comprendre, c'est dû à la conjoncture. L'État a justement beaucoup investi dans ces questions de vaccination. Yaya Bello, 100 000 pèlerins cette année pour toute l'Afrique, c'est dire que le Cameroun ne pourra pas se tailler la part du lion comme d'habitude avec plus de 4 000 pèlerins. Quel est votre ressenti? Bon, c'est le contexte, la conjoncture internationale due au contexte de Covid qui a fait que les chiffres soit un peu, en fait beaucoup restreints parce qu'on est passé de 4 500 000 à 5 millions, en fait de 4 500 000 à 1 million. Oui. Si l'Afrique a eu 1/10 de ce chiffre, je crois que ce n'est pas très mauvais. Bon, le Cameroun, lui, a eu 4 300 places. Bon, c'est pas mal, c'est tout à fait compréhensible. Donc, pour moi, je ne vois pas de problème à ce niveau. Maintenant, je veux revenir, il a parlé de texte Covid. Je crois que dans le souci, n'est-ce pas, d'apaisement et même du soutien que le gouvernement a amorcé par le président de la République aux pèlerins, je crois qu'il aurait été aussi intéressant que ces tests-là aussi soient gratuits pour accompagner aussi ces musulmans, pour leur faciliter les démarches, les procédures qui sont déjà tellement coûteuses. Réaction? Non. Il faut savoir qu'il y a 2 types de tests. Il y a les tests, vous pouvez partir dans les pharmacies qu'on fait, mais les avions n'acceptent plus ça. Ils acceptent les tests qui sont faits dans les laboratoires. Moi, j'en ai payé. Il doit avoir la signature biométrique. Biométrique, parce qu'immédiatement, ce texte-là est envoyé dans tous les aéroports. Moi, j'étais, la semaine passée, j'en ai payé 50 € en France. Même eux, le pays le plus développé, ils font payer le texte au niveau des laboratoires. Il ne faut pas tout demander au gouvernement. Moi, je crois que c'est un problème d'organisation. Les gens savaient qu'ils devaient aller. Vous pouvez peut-être demander qu'on a montré les coûts. Ça, c'est vrai. Mais les gens savaient déjà que ce texte-là était exigible. On savait déjà qu'il fallait être vacciné. Même aujourd'hui, pour être vacciné, ce n'est pas gratuit. Parce que ça coûte cher au niveau des laboratoires. Et ce n'est pas un problème unique au Cameroun. J'aime toujours que lorsqu'on analyse un problème, madame, que nous ayons un regard de ce qui se passe à l'extérieur. Alors, les textes en ce qui concerne les voyages, ça commence à être presque homologué. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez même pas voyager. Ce n'est même pas un problème. Vous pouvez quitter le Cameroun, mais vous n'allez pas rentrer en Arabie Saoudite. Mais le problème est tout autre chose. Moi, je continue à insister sur le problème de l'organisation aujourd'hui. De la prise en main véritable, nous sommes au XXIe siècle de cette histoire d'organisation par les musulmans eux-mêmes. L'État ne doit être que facilitateur. Pourquoi l'État assure les conditions de sécurité, tant sur le plan national que sur le plan international. C'est pour cela qu'on demande à l'État d'y veiller. Il ne faut pas quand même envoyer les terroristes en Arabie Saoudite qui peuvent mettre en mal tous les membres qui viennent de part et d'autre. Mais les musulmans aujourd'hui doivent revenir au prisme de ce qui se passait avant, avec une organisation bien structurée. À partir de ce moment, l'État du Cameroun va mieux les accompagner. Mais si on reste, parce que ce qu'on ne nous dit pas, madame, et je crois que sur leur contrôle, c'est cette guerre de leadership, c'est cette part de l'argent, c'est cette part de l'organisation. 4 000 personnes pour les organiser quand même. Et imaginez si quelque chose, vous essayez d'engranger quelque chose, ça fait... donc j'ai dit, c'est ça, c'est le véritable problème. C'est un problème de responsabilité de dire, mais cette histoire nous concerne, c'est une histoire de la religion, c'est une histoire de la foi.
Mais c'est tout ce qu'ils réclament. Oui. Ils aimeraient que l'État n'ait qu'un rôle de supervision. Non, si l'État s'est impliqué, c'est parce qu'il y a eu défaillance au niveau des organisations, sur le plan structurel. Il y a eu désordre. Et 4000 personnes quittant le Cameroun a d'abord la responsabilité morale d'assurer leur bien-être, d'assurer leur sécurité, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voilà le problème de l'État. Mais moi, je dis maintenant, au niveau de l'organisation, je ne suis pas musulman, moi je suis chrétien. Quand je veux partir à Jérusalem, il y a souvent ce qu'on appelle, à Louvre, il y a souvent ce qu'on appelle, on s'organise, nous pouvons être disposés au clan. L'État n'est même pas au courant que nous sommes en train d'y aller. Parce que nous prenons un certain nombre de types d'organisations et nous mettons la main dans la poche. Mais là, ça ne suffit pas. Parce qu'on ne peut pas en vouloir cela aller aux musulmans, parce qu'aller à Louvre n'est pas un 5e pilier de la Bible, mais chez eux, c'est une chose essentielle. Et à partir de là, l'État doit les accompagner. Mais il faut revenir au prisme. Vous êtes anthropologue, peut-être historien, posez-vous la question, ce qui se passait en 1940 ou en 1930, alors qu'il y avait justement ces musulmans qui étaient là, qui cohabitaient au même moment avec les chrétiens, mais comment ils s'organisaient? Il y avait l'Arabie Saoudite a toujours existé. Donc il faut aller dans le prisme d'une organisation saine d'abord, à ce qui vous concerne. Et mais maintenant, je peux quand même demander à l'État qu'en s'impliquant, il faut toujours savoir que quand on s'implique dans la chose d'autrui, il ne faut pas qu'on croie que cette chose devient la tienne. Le problème musulman est un problème aussi, un problème sensible. Lorsque l'État s'implique, et l'espace. Il n'y a pas eu de contestation dans l'espace. Les gens ont bavardé dans les réseaux sociaux, c'est normal. Et je crois qu'ils se sont le plus adressés au père, à qui de droit, qui a répondu favorablement. Et je pense que la solution va être trouvée parce que le CIGIMUC est également... il travaille d'arrache-pied, que ce soit au sein de la communauté musulmane ou avec l'État. Nous avons une philosophie qui relève de l'islam. C'est que la sagesse voudrait qu'on ne critique pas les autorités en public ou alors qu'on ne dise pas exactement ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'il y a des propositions qui seront faites au MINAD, mais ça sera avec la sagesse, avec ICMA, tel que recommandé par l'islam. Je ne voudrais pas déjà étaler tout ce que nous aurions à faire comme suggestion. Et pourtant, vous avez un devoir de communication également pour que les gens comprennent et ne prennent pas juste la mouche. Pour l'instant, le plus urgent, c'est d'apaiser les musulmans, de leur dire, nous avons compris vos inquiétudes. Et l'urgence, c'est d'aller à la Mecque, déjà, parce que le pèlerinage s'apprête, c'est en train d'arriver. Je crois avec le geste que le chef de l'État fait, qui ramène pratiquement le prix du Hajj à 2 924 000, c'est déjà un pas. Oui, même si ça reste beaucoup Yaya Bello estime que c'est encore très cher. Oui, comme je le disais au début de l'émission, il faut bien poser le problème. Le problème principal qui se pose, c'est au niveau des prix qui ont grimpé de façon vertigineuse pour les Camerounais particulièrement. Et ce problème ne date pas de 2022. Le problème date de longtemps. Alors, si à chaque fois, la communauté musulmane sollicite l'arbitrage du chef de l'État, il sort 1 milliard, qu'on salue, hein. On ne dit pas que c'est une mauvaise chose, c'est déjà quelque chose. Mais on n'en sortira pas.
On est d'accord, hein, excusez-moi de vous interrompre, on est d'accord. Il est bien beau de critiquer cette main tendue du président de la République, le chef de l'État, par rapport à la communauté musulmane. Mais puisque le voyage à la Mecque est un devoir sacré pour tout musulman, est-ce que ce n'est pas une hérésie de toujours associer la foi à l'argent un peu? Est-ce que ce n'est pas déplacé? Il ne s'agit pas de critiquer le milliard que le président de la République a donné. Encore que nous savons que nous vivons dans un contexte économique et financier compliqué. Je crois que le ministre, je parle sous le contrôle de M. Bidima, le ministre des Finances est en train de lever les fonds en zone CEMAC. Je crois pas... L'emprunt obligataire, justement. Donc, il y a les enseignants qui veulent, je crois, 200 milliards. Enfin, il y a beaucoup de demandes. Il y a des tensions de trésorerie. Oui, pendant que nous sommes dans un contexte difficile, le chef de l'État sort 1 milliard pour subventionner le voyage des pèlerins à la Mecque. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais ça ne résout pas le problème. Le problème reste quasiment intact. Parce que l'année prochaine, nous reviendrons encore débattre de ce problème. Et peut-être le président sortira encore pour donner 1 million ou alors il ajouterait quelque chose. Il faut aller au fond. Il faut aller au fond du problème. Le problème sur les prix, comme je l'ai dit tout à l'heure, le prix du voyage. Il est vrai que ces Vous prix souhaiteriez que qui s'en occupe? Déjà, l'organisme même qui gère ces déplacements à la Mecque fait problème. La Commission nationale du Hajj. Nationale du Hajj, qui est chapeautée par le ministre de l'administration territoriale. Les ministres. Je crois que c'est d'office. Le ministre de l'administration territoriale est d'office président de la Commission nationale du Hajj. Je crois que cet organisme-là déjà pose problème. Parce que les hommes et les femmes qui l'animent ont, à travers le résultat qu'on voit sur le terrain, parce que bien que les prix sont chers pour tout le monde, mais ils sont chers particulièrement pour le Cameroun. Est-ce qu'ils ne sont pas des bons négociateurs? Est-ce que ce n'est pas de l'affairisme poussé? Ces encadreurs-là qu'on recrute, tout à l'heure j'ai parlé de l'opacité dans la procédure d'octroi d'agrément, dans leur sélection même. Qui sait comment on recrute un encadreur pour accompagner les présidents de la Mecque? Qui sait combien ils payent? Est-ce que ces hommes d'affaires, parce que pour moi c'est des hommes d'affaires, j'ai vu la liste, c'est des hommes d'affaires essentiellement. Est-ce que ces hommes d'affaires-là donc ont le souci de protéger le musulman, de l'accompagner à la Mecque, ou alors de se remplir les poches? C'est ça la question. C'est clair qu'à côté du tourisme religieux, il y a également l'aspect business. Et vous n'allez pas en vouloir à ces hommes d'affaires d'être de bons garants. Non. On ne leur demande pas de travailler gratuitement, d'accompagner les musulmans gratuitement. Mais encore qu'ils prennent donc du juste prix. Tout à l'heure, M. Bidima parlait il disait que pour aller à la Mecque, il faut avoir de l'argent. Effectivement, dans le Coran, il est mentionné que n'est pas à la Mecque que celui qui a les capacités financières licites et physiques. On est d'accord. J'ai même suivi le ministre de l'administration territoriale citer le Coran. Je me suis félicité qu'il lit le Coran. Il est cultivé, lui. Donc, il a cité le Coran. C'est vrai. Sauf que le sens a été dévoyé. On ne dit pas que parce qu'il faut avoir les moyens pour aller à la Mecque, qu'on doit se faire spolier par les encadreurs et ceux qui sont chargés de réguler ces activités, à savoir l'État. On n'a pas dit que l'État finance, que l'État paye aux musulmans totalement l'argent, le billet d'avion. Non, on dit que l'État doit se déployer pour que les activités liées au pèlerinage à la Mecque ne soient pas l'occasion pour certaines personnes véreuses, malheureusement, même parmi les musulmans qui encadrent ces activités, et l'occasion de se remplir les poches sur le dos des musulmans. J'ai pris des exemples tout à l'heure. Nous avons discuté avec une compagnie aérienne pour essayer de savoir combien on peut louer un avion. Ils nous ont dit, vous êtes 4300 Camerounais à peu près qui vont aller à la Mecque. Alors, si on vous voulez louer un avion, c'est un jet ou c'est une compagnie? Boeing, ils ont les Boeing 737, 747. Donc, ils nous ont dit que, si vous nous octroyez ce marché-là, nous, on pense que le prix ne va pas dépasser 500 000. Alors, je ne comprends pas comment
nos encadreurs et ceux qui sont chargés d'aller négocier ces affaires ont pu arriver à 1 million et poussière. Je pense que c'est ça la question. Est-ce que ce n'est donc pas là le souci, le vrai problème? Je pense qu'il a abordé la question tout à l'heure. Avant que vous ne répondiez, on va quand même se souvenir qu'au mois de février, le président de la CAF, Patrice Motsepe, avait fait un don de 115 millions de francs CFA, environ 200 000 $ américains, à la communauté musulmane au Cameroun. Et depuis, plus de nouvelles. Où est passé ce don? Non, mais c'est très difficile, madame, aujourd'hui de faire l'audit et tout ce qu'on donne comme don. C'est aussi ça que je parle de la responsabilité. Et c'est la responsabilité, comme je l'évoque, par rapport à ce que dit le frère. Si tant est-il vrai qu'ils peuvent donc trouver le billet d'avion à 500 000, pourquoi ils ne peuvent pas eux-mêmes mettre en place une organisation et dit à l'État, nous avons trouvé l'avion à 500 000 francs. Il faut qu'on voyage. Ce que je veux vous dire, que ce n'est pas comme ça. On ne loue même pas les avions. On loue pas les avions. Ce qui est là, c'est que vous négociez avec, permettez-vous négocier avec une compagnie. Peut-être quand vous êtes beaucoup de clients, cette compagnie-là peut affréter un certain nombre de vols vous concernant. Parce que, nous avons travaillé sur la base de 4300. Vous ne pouvez pas louer un avion. Les gens ne peuvent pas louer un Boeing à 300. Non. C'est que vous négociez sur la base de la clientèle. Sur le chiffre, une compagnie peut donc accepter, affréter. Nous avons négocié sur la base de 4 mais alors, ce qui est terrible, si vous l'avez fait, pourquoi ne pas mettre ça en pratique? Mais on vous a donc expliqué. Non, j'ai dit ceci, n'est-ce pas? Peut-être qu'il faut formaliser tout ça et soumettre alors, mais j'ai dit, il ne faut pas faire des procès de la Commission nationale du Hajj. Il ne faut pas faire des procès. Les gens ne peuvent pas se regrouper en groupe et aller négocier un tutu personne. Il ne faut pas se faire. Vous croyez que pour que je parte en Arabie Saoudite, j'ai besoin de la Commission du Hajj? Oui, pour aller au Hajj. Non, écoutez. Il vous a dit ça tout à l'heure. Oui, mais je dis qu'il y a des organisations lorsqu'ils sont faits. Il ne faut pas faire un procès en sorcellerie au président de cette commission, le ministre Atanganji. Moi, je le connais, c'est un homme pragmatique. C'est un homme, voilà, c'est un homme qui prend, permettez, qui prend les choses en main. Le problème que vous évoquez est un problème qui concerne plus d'une personne et qui est très sensible. Je crois qu'aujourd'hui, au lieu d'aller dans la critique de la critique, il faut plutôt aller dans la critique qui construit. Il faut aller en pensant que vous avez affaire à vos frères et sœurs qui n'ont même pas moyen de s'asseoir comme vous, c'est-à-dire pour expliquer même de quoi il est question. Parce qu'eux, ils n'ont que leur foi. Et ils veulent exercer le 5e pilier de cette foi-là. Et à partir de là, il faut les encadrer. Je suis d'avis avec vous que cet encadrement-là doit être fait non seulement par l'État, mais également par vous-même. Et je continue à insister que je ne peux pas croire aujourd'hui, madame, qu'au nord, au grand nord, aux grands musulmans, ils n'ont pas ce que nous appelons les grands leaders. Et je ne peux pas croire que si un ministre du Nord prend, décroche son téléphone, appelle le ministre Atanganji, dit que voilà ce que moi, mon implication, et que le ministre Atanganji va se mettre de côté. Ne venons pas faire comme si le Nord le Grand Nord est totalement abandonné par l'État. D'ailleurs, oui. D'ailleurs, non, je parle des musulmans. Les musulmans ne sont pas que du Grand Nord. Bon, ici. voilà. Les musulmans. Il y a des musulmans Bamoun. Il y a les musulmans Bamoun. Les musulmans Béti. Les musulmans ne sont pas que du Grand Nord. Permettez, les musulmans en grande partie sont... Non, les musulmans en grande partie sont du Grand Nord. Ne viens pas faire débat. Qu'est-ce que vous voulez dire? Et d'ailleurs, dans sa tribune, le président... Le Grand Nord est constitué à plus de 50% des musulmans. Erreur. Même ça. Erreur. Les musulmans sont une minorité dans le Grand Nord. Parmi les musulmans, permettez, madame, oui, nous avons les grands leaders, nous avons les grands ministres qui sont musulmans, madame. Si je peux apporter de l'eau à votre moulin, la tribune commise par le président Cabral Libye, il invite dans sa tribune qu'il a publiée sur son compte Facebook, d'ailleurs, il invite les députés musulmans à prendre à bras le corps cette question pour pouvoir, en tout cas, soulager les peines de la communauté musulmane. Visiblement, Lucien Bidima n'a pas de nouvelles du don de Patrice Motsepe. Est-ce que vous en avez peut-être des traces? Oui, non, sur la question du don, il faut rassurer les téléspectateurs, surtout non musulmans, peut-être s'ils ne sont pas informés. Le premier constat, c'est que entre l'annonce et l'arrivée de fonds, ça a pris pratiquement un mois et demi pour que les fonds soient transférés de l'Afrique du Sud. Il y avait beaucoup de papiers arrivés, mais depuis que les dons sont arrivés depuis pratiquement 2 semaines, le coordonnateur
national du Sidumuc est en train, le don a été réparti dans les 10 régions du Cameroun. Je crois qu'il a commencé par la région du Douala, où il a rencontré les dignitaires, les imams des mosquées. Les dons constitués de islamiques. Non, de dons en espèces. En espèces. En espèces, oui. Les 115 millions sont répartis. Oui, j'attends ma parole. Répartis entre il y a eu d'abord une réunion qui s'est tenue à Yaoundé avec tous les dignitaires, les imams régionaux. Oui. Et il est allé jusqu'à Fumban. Et il devait faire un tour en Gaoundéré à l'extrême nord. Je crois que beaucoup de personnes en témoignent, et des lettres de remerciements qui nous reviennent, de la satisfaction de plusieurs musulmans, parce que celui qui a donné ce don a effectivement souhaité que ça entre, que ça va jusqu'au... Que ça parvienne au destinataire. C'est pour ça qu'il a jugé nécessaire que ça le don ne s'arrête pas à Yaoundé, mais que dans les 10 régions du pays que... On poursuit avec vous, puisqu'on tend déjà vers la fin de cette émission, avec les propositions. Qu'est-ce qu'il faut faire au niveau... On a une autre association de la société civile qui, comme vous, milite dans le cadre de la défense des droits de la communauté musulmane. Il s'agit de la commission... il s'agit de l'association culturelle islamique du Cameroun, qui déjà propose que la commission nationale du Hajj soit restructurée de fond en comble et que l'État, le ministère, en tout cas le ministre de l'administration territoriale, n'ait qu'un rôle de supervision. Qu'est-ce que vous, au niveau du Sidumuc, vous proposez? Oui, je crois que je m'adresse véritablement aux musulmans. Vous savez, nous sommes au XXIe siècle. Ces 4500 pèlerins, c'est pratiquement près de 10 milliards, 10 à 12 milliards à gérer. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. C'est-à-dire que la question de restructuration, on ne va pas se lever un grand matin et on dit à n'importe qui, bon, viens prendre le Hajj et tu vas gérer. C'est-à-dire, pour qu'on restructure le Hajj, il faut de l'expertise. Il faut de l'expertise. Et l'expertise ici, ça peut se faire de 2 façons. C'est-à-dire, la première façon, telle que les pays comme le Sénégal l'ont fait, c'est de libéraliser le secteur. C'est-à-dire de les confier aux agences de voyage. C'est-à-dire qu'ils doivent s'occuper du Hajj VIP et du Hajj normal. Parce que si on libéralise, c'est que l'État ne joue que le rôle de facilitateur à ces agences, il y aura donc concurrence. C'est-à-dire l'agence qui fixe le prix aujourd'hui à 3 millions et quand l'autre agence fixe son prix à 2 millions, bon, les pèlerins vont choisir d'aller vers celui et qui même en Arabie Saoudite, parce que ça se fait sous forme de recommandations. C'est-à-dire, tel dit, j'étais avec l'agence telle, vraiment nous étions bien traités, et l'autre va... Donc toutes les informations reviennent, et ça permet effectivement cette concurrence loyale qui va laisser la possibilité aux pèlerins musulmans de choisir avec quelle agence voyager en fonction de ses capacités, en fonction de l'offre de l'agence. Mais si nous n'avons pas encore atteint le niveau de l'agence, on peut restructurer de façon intermédiaire. C'est-à-dire, nous faisons des propositions au ministre de l'administration territoriale. Mais malheureusement, et je crois qu'Abel l'a mentionné tout à l'heure, au sein de cette commission, il y a des musulmans qui siègent. Et vous n'avez pas confiance en eux? C'est ça le problème. Il y a une crise de confiance. Peut-être qu'il y a une crise de confiance entre ceux qui gèrent. Peut-être qu'il faut faire tourner les membres de la commission. Si celui-ci, aujourd'hui, s'il y a un élan d'affairisme ou de business, c'est-à-dire qu'on nous donne un mécanisme qui permet à la communauté musulmane de choisir elle-même ses représentants au sein de la commission. Alors, Yaya Bello, la réflexion est aussi menée au sein du PCRN. Exactement. Comment on fait pour sortir de ce mirage d'année en année? Il ne s'agit pas d'un mirage. Le Hajj est bien vrai. Voilà. Comment on fait pour en sortir? Donc, nous pensons que la subvention du chef de l'État, cette année, lors de la dernière édition, en 2019, et même en 2018, c'est la bienvenue. Mais va-t-on rester... 2 fois, 2019, 2022. 2018, il y avait aussi une sorte de réduction, je crois, de 10%, de quelque chose comme ça. Donc, le président a intervenu sur les trois éditions du Hajj. Ce n'est pas mauvais.
comme M. Bidjima le disait, c'est bien, l'État doit se déployer, doit protéger ses citoyens, tous les groupes en fait, sociaux. Mais pour sortir donc définitivement de ce problème, il faudrait entreprendre beaucoup de réformes. La levée d'abord de l'opacité sur les modalités de recrutement des encadreurs. Quel est le profil des bons encadreurs? C'est une préoccupation rapidement, majeure. Je vous Maintenant, prie. la nécessité, comme il le disait, de réforme de la Commission nationale du Hajj se pose. Elle se pose parce qu'aujourd'hui, si nous sommes arrivés à ce niveau, c'est quelque part parce que cette commission ne fonctionne pas normalement. Elle fonctionne dans le merde. On ne sait pas comment elle fonctionne. Maintenant, plus loin, il faudrait faire comme d'autres pays. Parce que au Cameroun, il ne faut pas qu'on donne l'impression qu'on va tout inventer. Non. Il y a des pays qui ont fait des exemples en la matière qui ont marché. Faisons comme eux. Créons un observatoire national de l'islam. Parce que ce n'est pas que le Hajj qui constitue un problème au niveau de cette communauté. Est-ce que ça ne sera pas une structure de plus, une structure de trop? Non, pas du tout. L'Observatoire national de l'islam va chapeauter aussi la Commission nationale du Hajj. On poursuivra certainement le débat. Oui. Le Hajj n'est pas que le seul problème que de l'islam. Lucien Bidjima, vos observations. Dès que immédiatement l'État du Cameroun va imposer l'observatoire, on va dire voilà, le président Biya veut tout faire. Non. Moi, je vais rassurer les musulmans en disant que le président est regardant. Il a donné 1 milliard de francs, ce qui est significatif et à saluer. Mais il faut aller dans le prisme d'une bonne organisation. Mais il faut aller, et j'en appelle, à l'implication des grandes élites musulmanes, qu'elles soient dans tous les postes de responsabilité pour que cela se passe bien. Pour toutes les sphères sociales. Pourquoi? Parce que c'est important aujourd'hui que les musulmans accomplissent leur 5e pilier. C'est vraiment important pour eux, pour la foi. Et les problèmes de foi n'ont rien à voir avec les problèmes d'ordre humain ou d'ordre considération, parce que c'est quelque chose qui nous concerne. Et c'est quelque chose qui concerne l'État en ce qui concerne les problèmes de sécurité. Et moi, je rassure que tous les moyens, je peux vous le dire, d'autorité sont mis en œuvre, sont prises pour que le Hajj se passe bien. Et c'est sur ces mots de paix que nous terminons ce débrief, le débrief du 1er juin, la première édition de ce mois. On récap, le Hajj 2022 est fixé au montant de 2 924 000 francs CFA. Les inscriptions auprès du guichet unique du Hajj sont ouvertes et s'arrêteront le 8 juin ou avant si les quotas sont atteints. Et enfin, le premier départ est prévu le 26 juin avec désormais Yaoundé qui entre dans la danse et elle s'ajoute à Douala et Garoua. Les départs seront donc prévus de 3 destinations précises, 3 villes précises du Cameroun. C'est ici que s'achève ce débrief, mais les programmes de Canal 2 se poursuivent. Ne ratez surtout pas le journal à suivre, une présentation d'Aimé Catherine Moukouri. À bientôt.